la France gagnerait à suivre la démarche enclenchée des accords d'Abraham plutôt que de rester sur une ligne maximaliste avec l'Algérie. Et il faut bien comprendre que la question de l'intérêt long terme de la France est celui qui vraiment me fait penser qu'il y a besoin d'un changement stratégique parce que ce serait plus cohérent à la fois avec nos intérêts mais aussi d'ailleurs avec nos valeurs puisque ça nous rapprocherait en l'occurrence d'Israël qui est, comme la France, une grande démocratie. Il y a quelques jours a eu lieu le 37e dîner du CRIF, rendez-vous incontournable de la communauté juive avec comme invité la première ministre Elisabeth Borne. Et pour en parler, nous sommes heureux de recevoir sur Studio Qualita Yonatan Arfi, président du CRIF. Yonatan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Studio Qualita pour nous parler de ce 37e dîner du CRIF. Un petit mot d'abord d'une façon générale, puisque c'était un peu votre baptême du feu pour ce dîner du CRIF. Non pas que c'était votre premier dîner du CRIF, bien entendu, mais c'était le premier en tant que président. Alors comment l'avez-vous vécu ? Ah, effectivement, c'est un baptême du feu, vous avez raison. Évidemment, c'est toujours un moment émouvant parce qu'on prend la parole au nom de la communauté. On sent, j'allais dire, sur nos épaules peser la responsabilité de représenter 70 organisations juives. Je vais tâcher de le faire avec sincérité autant que possible pour exprimer les inquiétudes, mais aussi les aspirations et les espoirs de la communauté. C'était un dîner particulièrement émouvant aussi parce que pour la première fois, nous étions plus de 1000 invités dans la salle, ce qui témoigne de l'importance du dîner chaque année comme rituel républicain pour un dialogue installé entre la communauté juive et les pouvoirs publics. Alors, justement, pour ce dîner, l'invité était la première ministre, Elisabeth Borne, et qui a prononcé un discours très personnel, il faut dire, et très émouvant, où elle a évoqué son père déporté en 1943. Qu'avez-vous pensé de ce discours ? Vous savez, c'était particulièrement touchant parce que j'avais eu l'occasion de la rencontrer à Matignon la semaine dernière et nous avions parlé du dîner du CRIF en nous demandant quelle serait au fond la tonalité qu'il fallait donner à ce dîner. Et je lui avais dit qu'effectivement il y avait beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attentes de la part de la communauté peut-être pour l'entendre sur justement son histoire familiale, son destin personnel. Je sais qu'elle était en pleine réflexion sur l'idée de savoir si elle le ferait ou pas. Ouais. Elle a choisi finalement d'exprimer avec cette authenticité, cette sincérité qui a beaucoup touché les gens présents sur son histoire familiale, sur le destin de son père, sur les lettres que son père avait écrites en 1945, en juin 1945, de retour de déportation à 21 ans et qu'elle a découverte récemment. Donc tout ça a donné une tonalité, je crois, vraiment une émotion très forte à ce dîner et chacun se souviendra que 2023, c'est l'année au cours de laquelle effectivement, la première ministre Elisabeth Borne est venue au dîner du CRIF témoigner sur son ancrage familial. C'est la première fois qu'on a un représentant de l'État qui est lui-même concerné par, au fond, les défis posés aux Français juifs, en l'occurrence là, la mémoire de la Shoah. Et c'est je crois, une année particulière de ce point de vue-là. C'est un sujet dont elle parle peu, quand même. Oui, effectivement, elle s'est très peu exprimée sur cette question. Il y avait eu un ou deux moments dans lesquels elle avait fait savoir que elle se sentait appartenir à la communauté juive, puisqu'elle avait dit la communauté qui est la mienne. Cette expression était revenue dans une de ses interviews sur RCJ ou Radio J, je crois, Radio J de mémoire. Et on a effectivement eu l'occasion là de l'entendre plus longuement sur ce sujet, sur la manière dont elle a été marquée. En tant que femme politique, en tant que la première ministre, au fond, par cet héritage. C'est un héritage qui oblige, il nous oblige, nous, collectivement, institutions juives, mais au fond, pour elle, qui est donc à la fois concernée par cette histoire et aujourd'hui aux responsabilités, au pouvoir en France, eh bien, c'est quelque chose qui pèse encore plus, j'imagine. Alors, le second, bien sûr, discours important qui a été prononcé, c'est le vôtre, où vous avez bien entendu beaucoup parlé d'antisémitisme. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français, l'État français fait suffisamment justement pour lutter contre l'antisémitisme ? C'est évidemment jamais suffisant, d'abord parce qu'il reste des actes antisémites trop nombreux, 436 actes antisémites en 2022, donc 436 de trop évidemment. Je rappelle que nous étions au début des années 2000, enfin avant l'année 2000, donc dans les années 90, aux alentours de quelques dizaines d'actes antisémites par an seulement. Donc on voit bien l'écart qu'il y a avec le niveau d'antisémitisme aujourd'hui.
Et en même temps, il y a eu incontestablement une prise de conscience chez les pouvoirs publics depuis cette période. Donc je crois qu'on est un des pays où les pouvoirs publics ont le plus conscience de l'intensité, malheureusement, de l'antisémitisme dans la société dans laquelle on vit. En revanche, la difficulté que nous avons, et c'est là où nous mettons l'accent, nous, CRIF, c'est sur, au fond, de quel antisémitisme on parle. Nous savons qu'aujourd'hui, l'antisémitisme prend de nouveaux visages. C'est celui de l'islamisme, c'est celui de la haine d'Israël, c'est celui du complotisme notamment. Ça vient s'ajouter aux préjugés antisémites traditionnels, ça vient s'ajouter à l'antisémitisme d'extrême droite traditionnel. Mais ces nouveaux visages, l'islamisme, le complotisme, la haine d'Israël, sont parfois plus difficiles à décrypter et à identifier pour nos interlocuteurs. Et notre responsabilité, et un dîner comme ça, c'est aussi sa fonction, c'est d'aider les pouvoirs publics à prendre conscience que l'antisémitisme a aussi ces visages-là, que lorsqu'il y a une haine explicite ou outrancière d'Israël, eh bien, ce qui est visé derrière, ça n'est pas seulement l'État d'Israël, mais bien, au fond, la figure du juif. Alors justement, vous avez parlé dans votre discours de toutes ces sortes d'antisémitisme, hein, celui qu'on trouve dans la rue, à l'école, mais aussi celui qu'on trouve sur les bancs de l'Assemblée nationale, sous le couvert, comme vous l'avez dit, de propositions de loi contre Israël. Alors je sais que toute sorte d'antisémitisme est grave et condamnable, mais lequel, à vos yeux, est le plus dangereux ? Alors, si on regarde d'un point de vue danger physique, les actes parlent pour eux-mêmes, entre guillemets. Les passages à l'acte les plus violents ont été le produit de l'antisémitisme islamiste. Ce sont les attentats terroristes, que ce soit évidemment en particulier Toulouse et l'Hypercacher, qui ont été des attentats islamistes en tant que tels. Le cas de Mireille Knoll aussi peut être attaché à cela et d'autres. Donc on a vraiment, en termes de passage à l'acte, le danger particulier qui a été celui du terrorisme islamiste antisémite. On a ensuite différents types d'antisémitisme et donc de danger. L'antisémitisme lié à l'antisionisme, à l'extrême gauche, il représente un danger parce qu'il infuse dans la société, notamment dans des milieux comme la culture, comme les milieux académiques, qui sont des milieux importants et qui peuvent avoir des impacts pour la manière dont les juifs se ressentent dans la société française. Est-ce qu'ils se sentent reconnus dans toute la dimension de l'identité juive, et donc y compris le lien à Israël, ou est-ce qu'au contraire il y a des espaces où ils se sentent mal à l'aise? Ça peut jouer beaucoup. Puis de l'autre côté, vous avez un risque politique. Le Rassemblement national, l'extrême droite aujourd'hui, c'est notamment un risque politique parce que eux sont en mesure d'accéder au pouvoir alors que l'extrême gauche est structurellement plus faible politiquement en résultat électoral et a donc peu de chances d'accéder au pouvoir. Les deux antisémitismes d'extrême gauche et d'extrême droite se nourrissent. Les excès de LFI font monter le Rassemblement national parce qu'aux yeux des Français, d'un coup, l'extrême droite devient une réponse naturelle et légitime aux outrances de l'extrême gauche. Et donc, on a un combat face à un adversaire qui a plusieurs têtes, mais il faut d'abord être clairvoyant, ne pas confondre ces différents sujets, mais en même temps comprendre en quoi ils peuvent se renforcer. Alors comment les autorités publiques, le gouvernement, Madame la Première ministre peut-être, lorsque vous leur parlez de ce genre d'antisémitisme, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Bon, d'abord, il y a quand même eu des moments de prise de conscience. Je pense évidemment à l'Hypercacher, par exemple, qui est un moment qui a marqué les consciences parce qu'il venait en écho, en miroir, à l'attentat de Charlie Hebdo. Il y a comme ça donc des drames qui ont pu peut-être éveiller la compréhension chez les interlocuteurs publics. Mais la vraie difficulté que nous avons, c'est que ça ne redescend pas dans l'appareil. C'est-à-dire que on a beau avoir une compréhension, une écoute au plus haut niveau de l'État sur ces questions-là, dès que vous redescendez dans l'appareil d'État et auprès de fonctionnaires, notamment locaux, les choses ne sont plus comprises de la même manière. Je vous défie d'aller porter plainte sur un sujet d'antisionisme antisémite. Vraisemblablement, au commissariat, on vous répondra que c'est pas de l'antisémitisme, mais simplement la liberté de penser, de critiquer le gouvernement d'Israël et ainsi de suite. Donc on a besoin d'éduquer sur ces questions les pouvoirs, d'éduquer enfin les Français de manière générale. Ouais. Les agents publics locaux ont besoin d'être formés. C'est le sens du plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui a été présenté il y a quelques semaines. Nous serons vigilants sur un point, c'est que sur la question de l'antisémitisme soit évoqué avec ses différentes formes. C'est simplement ça qui pour nous est stratégique, entre guillemets. Différentes formes, c'est aussi l'antisionisme. Exactement, l'antisionisme, la haine d'Israël. L'islamisme, voilà, le complotisme aussi, qui est une forme de plus en plus pernicieuse. Je vous rappelle que on en parle parfois un peu moins, mais quand on a eu à Avignon l'été dernier une fresque représentant le président de la République tenu en marionnette par Jacques Attali,
donc avec une iconographie extrêmement antisémite qui rappelait celle de la fin du 19e ou du début 20e, on est là vraiment dans quelque chose de profondément antisémite. Et la maire d'Avignon, à ce moment-là, qui n'est pas LFI, qui est une déesse bontin, si j'ose dire, a considéré que c'était de la création artistique libre, qu'il y avait de la liberté d'expression, qu'on n'avait pas quelque chose d'antisémite. Donc on a besoin là-dessus aussi de sensibiliser sur le fait que l'antisémitisme complotiste revient aussi comme celui lié à la haine d'Israël et celui lié à l'islamisme. Alors vous avez aussi évoqué presque, je dirais, attaqué le Quai d'Orsay dans votre discours et surtout sa politique anti-israélienne, et vous avez demandé aux responsables du ministère français des Affaires étrangères de changer de logiciel. C'est, si je ne me trompe pas, les termes que vous avez employés. Vous pensez vraiment qu'il est encore possible d'un changement de politique lorsqu'on sait que cette politique justement anti-israélienne est vieille de plusieurs dizaines d'années? Vous savez, la politique internationale, c'est d'abord le fait de défendre ce qu'on pense être ses intérêts. Donc la France pense que notre politique internationale a plus d'intérêt à se situer sur une ligne historiquement pro-arabe, entre guillemets, et hostile à Israël. Je suis convaincu que c'est aujourd'hui une erreur d'analyse. Je le dis non pas parce que seulement je voudrais que la France soit plus proche d'Israël, mais je le dis parce que je pense sincèrement que c'est aussi l'intérêt de la France. La France gagnerait à suivre la démarche enclenchée des accords d'Abraham en accompagnant le mouvement du Maroc, des Émirats arabes unis, j'espère demain de l'Arabie saoudite, et en se tournant entre guillemets vers ces accords-là, en les renforçant et en y prenant sa part, plutôt que de rester sur une ligne maximaliste avec l'Algérie. Et il faut bien comprendre que la question de l'intérêt long terme de la France est celui qui vraiment me fait penser qu'il y a besoin d'un changement stratégique, parce que ce serait plus cohérent à la fois avec nos intérêts, mais aussi d'ailleurs avec nos valeurs, puisque ça nous rapprocherait en l'occurrence d'Israël, qui est, comme la France, une grande démocratie. Alors je voudrais quand même justement parler d'Israël et de ce qui se passe actuellement ici en Israël avec cette réforme du système judiciaire. Vous êtes vous-même, vous avez une formation de juriste. Cette réforme du système judiciaire agite le pays avec des manifestations qui ont lieu ici déjà depuis quelques semaines et qui divise, il faut bien le dire, le pays. Est-ce que cette réforme, d'abord, est-ce que vous l'avez un peu étudiée, et puis est-ce qu'elle vous inquiète? Je constate, je suis un observateur attentif de ce qui se passe en Israël. Je ne suis pas israélien, je ne vis pas en Israël, mais j'observe, j'y ai des amis, j'y ai évidemment des connaissances et j'y circule. J'observe que le pays est très divisé, qu'il y a aujourd'hui un débat qui partage la société israélienne, il y a eu la prise de position également du président de l'État, Herzog. Donc on a un sujet qui manifestement fait débat, qui génère chez certains de l'inquiétude. Ce dont je suis convaincu, c'est que la profondeur démocratique de la société israélienne est très grande, et je ne doute pas que un point d'équilibre sera trouvé qui permettra de continuer à avancer, parce que l'unité d'Israël est évidemment fondamentale dans les temps troubles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je vous avoue que je regarde ça avec attentisme, avec vigilance aussi. Si demain des choses devaient évoluer très drastiquement, on s'exprimerait peut-être, mais enfin pour l'instant on est surtout observateur, évidemment. Et puis surtout on veille à ce que aucunement ça ne puisse être utilisé ou récupéré ou instrumentalisé pour attaquer Israël dans sa légitimité, et pour, par ricochet, attaquer les Juifs de France. On va terminer par la visite du Premier ministre israélien, justement, qui était à Paris il y a quelques jours. Vous l'avez rencontré aussi, bien entendu. Comment s'est passée cette visite? Comment s'est passée cette rencontre avec Benjamin Netanyahu? Sur la visite en elle-même, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a eu un échange très chaleureux avec le président de la République, Emmanuel Macron, que c'était l'une de leurs meilleures rencontres, autour notamment de la question iranienne. Il faut comprendre que c'est aujourd'hui en priorité de l'agenda diplomatique de Benjamin Netanyahou, de ce qu'il nous a dit. La France, là-dessus, semble être un partenaire assez incontournable. Quant à la rencontre avec la communauté juive, nous étions un certain nombre d'institutions autour de la table, et il y a eu un échange très, très franc, très sincère autour de la situation actuelle, des défis posés par l'antisémitisme, de la manière dont Israël est perçu aussi à l'aune de la situation politique actuelle. Et c'était un échange, je crois, assez constructif. Après,
Évidemment, on aurait souhaité qu'il puisse passer plus de temps et rencontrer la communauté au sens le plus large possible, mais j'imagine que ce sera possible à l'occasion d'un autre voyage. Ou peut-être un voyage du CRIF en Israël. Ah, avec plaisir. Évidemment, nous viendrons de toute façon. Il aura l'occasion de rencontrer une délégation, mais je serai évidemment attaché à ce qu'il puisse rencontrer aussi les Juifs de France qui n'ont pas forcément l'occasion de se rendre en Israël, notamment la partie la plus populaire de la communauté, dont on connaît l'attachement à Israël et qui, je suis sûr, sera heureuse de rencontrer des officiels israéliens ou de la société civile israélienne. Mais nous organisons quelque chose pour Yom Ha'atzmaut, pour les 75 ans de l'État d'Israël au printemps. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan. Bonne chance, bonne continuation pour ce mandat en tant que président. Ça fait presque un an déjà ou ça fait déjà plus d'un an? J'ai pris mes fonctions toute fin juillet, donc ça fait un peu plus de 6 mois. Et voilà, donc merci Olivier, merci à Kalita. Bonne continuation. Merci beaucoup, Jonathan Arfi, président du CRIF, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Studio Kalita. Au revoir.